normalement, pour les réponses, il faut combien de minutes? Combien de minutes? Non, c'est Pourquoi le microphone ouvert? Je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait Moi c'est André de Moujimaï au Katanga oriental. Je refuse totalement ce qui se Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre émission d'échange et des débats sur les grandes questions de l'actualité en République démocratique du Congo, la pertinence de la loi sur l'organisation du référendum en RDC, c'est le sujet de notre émission de ce matin. Pour en parler, nous recevons Paul Gaspard Ngondankoy, député national et auteur de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Honorable, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Jocelyne et merci de m'avoir invité. Alors chers auditeurs, vous pouvez participer à cette émission en vous enregistrant au 081 32 34 883 081 32 34 883 ou en nous écrivant à pa@radiocapi.net. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Patrick Kiasongwa. Le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangou. Nancy Atambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussa-Opondé. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Alors que le débat autour de la loi sur l'organisation du référendum continue d'alimenter les discussions au sein de la classe politique et de l'opinion publique, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, a récemment exprimé ses préoccupations quant à l'opportunité d'une réforme constitutionnelle dans le contexte actuel du pays. De son côté, l'auteur de la proposition de loi sur l'organisation du référendum soutient qu'il s'agit avant tout de moderniser le cadre juridique régissant cette
l'instrument de démocratie directe prévu par la Constitution. Cette loi est-elle nécessaire? Est-elle opportune? Répond-elle à un besoin juridique réel? Pourquoi suscite-t-elle autant de débats? Nous en parlons, comme je l'ai dit tantôt, avec l'honorable Gaspard Ngonda Koy. Honorable, encore une fois, bonjour. Dites-nous, votre texte, ces textes sur l'organisation du référendum a été adopté par les deux chambres du Parlement. Pourtant, comme on le dit, il continue de susciter des vives réactions au sein de la classe politique, de la société civile et même des confessions religieuses. Comment expliquez-vous que ces textes demeurent aussi controversés? D'abord, moi, ça ne m'étonne pas parce que la matière du référendum, autant que celle des élections, est une question de haute portée politique qui doit susciter débat. C'est le contraire qui aurait étonné dans une démocratie. Et donc, je trouve que c'est normal que chacun, chacune, que chaque groupe puisse se prononcer, puisse avoir son point de vue par rapport à ça. De ce point de vue, je pense que nous, les Congolais, nous ne devons pas avoir peur du débat et on ne doit pas considérer que chaque fois qu'il y a des divergences, ça va appeler toujours à des violences ou à des débordements. Et donc, de ce point de vue, moi, ça ne m'étonne pas. En revanche, ce qui peut étonner, c'est la qualité du débat au niveau de la forme, les expressions qu'on utilise, etc. Ce qui peut aussi étonner, c'est le contenu même des arguments qui sont avancés. Parce que dans une démocratie, si les arguments doivent se confronter légitimement, à partir du moment où on cherche une solution, une voie de sortie, il faut que les uns et les autres puissent accepter de pouvoir, je vais dire, concéder les arguments des uns et des autres pour pouvoir avancer. Si ce n'est que pour faire prévaloir à tout prix ces arguments, même si ceux-ci ne tiennent pas debout, alors je crains pour la démocratie dans mon pays. La Cinco, par exemple, parle d'un risque d'aggravation des tensions. Comment réagissez-vous à cela? C'est entre autres ça qui étonne, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse agiter ce spectre de conflits, de la balkanisation du pays. L'intitulé même du message, c'est « La nation est en péril ». Ceci étonne, parce que si nous sommes une démocratie où il doit y avoir des discussions, on ne peut pas lier la question de la balkanisation du pays, la question du danger que court notre pays à un débat démocratique normal. C'est ça d'abord qui étonne. À côté de la Cinco, il y a l'opposition, il y a toute la classe politique, il y a la société civile. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes exprimées par toute cette catégorie des personnes? À ce stade, je ne les comprends pas. Parce qu'il ne s'agit ici que de l'adoption de la loi sur le référendum. Il ne s'agit pas encore de tout ce qu'ils sont en train d'agiter. Et entre autres la question de la révision ou du changement des constitutions. Je ne comprends toujours pas le lien que l'on fait entre l'adoption par le Parlement d'un mécanisme prévu déjà dans la Constitution et le projet que les uns et les autres ont sur le changement ou la révision de la Constitution. Aujourd'hui, on s'exprime alors même qu'au Parlement, nous n'avons pas encore une initiative de révision, de changement des constitutions, à part une pétition qui a été déposée dernièrement par quelques citoyens sous la conduite de l'ancien ministre Willy Bakonga. Mais comme on ne nous a pas encore distribué ça, on ne s'est pas encore siégé pour en examiner les bien fondés. Pour le reste, ce ne sont que des déclarations, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, de tel ou tel responsable de la majorité ou de tel autre chef d'une institution. Il ne s'agit que des déclarations. Alors, je suis vraiment étonné que des positions soient si tranchées, alors même que ce ne sont que des idées. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sur la base de simples idées, sur la base de simples intentions? C'est un peu étonnant. Peut-être pour calmer les esprits, en une minute ou en quelques secondes, quel est l'objectif principal de cette loi, honorable? Cette loi ne vise qu'une seule chose, c'est-à-dire combler un vide juridique qui existe au pays depuis 2006. La Constitution, vous le savez, a été adoptée par le peuple en décembre 2005, promulguée par le chef de l'État en février 2006. Et depuis lors, alors que l'article 5 prévoit que le Parlement doit adopter une loi sur les élections et sur le référendum, la loi sur les élections a été adoptée, voire même modifiée plusieurs fois, mais la loi sur le référendum n'a jamais été adoptée jusqu'à présent.
Et donc, le but, et le seul but que j'ai poursuivi, c'est de combler ces vides juridiques en dotant la nation congolaise d'une loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum. Bon. Et pourquoi maintenant? C'est peut-être le timing qui suscite toutes ces inquiétudes. Bon, encore une fois, ça fait partie des suspicions. Hein. Le timing, est-ce qu'il est indiqué, il n'est pas indiqué? Nous sommes à la moitié de notre mandat comme parlementaire. Nous ne sommes pas encore à la fin de notre mandat, il nous reste encore 2 ans et demi. Et bon, j'ai déposé ma proposition de loi depuis octobre 2024, au tout début de notre législature. Si l'ancien bureau n'a pas pu programmer ça, et je pense que ceux qui suivent les débats parlementaires savent que j'avais interpellé notre bureau par 2 ou 3 fois déjà pour programmer l'examen de ma proposition de loi. Si ça n'a pas été programmé depuis lors, je n'en suis pas responsable. Mais en tout cas, à partir du moment où l'actuel bureau, l'actuel président de l'Assemblée nationale a accepté d'aligner ça, eh bien, je me suis prêté à l'exercice pour défendre ma proposition de loi. Et donc, de ce point de vue, je ne peux pas comprendre que les gens puissent entourer l'examen de cette proposition-là de telles suspicions, au point d'aller jusqu'à dire que c'est une loi qui va embraser le pays, c'est une loi qui tue déjà des Congolais. Pour plusieurs observateurs, cette loi est une étape vers une modification de la Constitution. Ça peut l'être si jamais les autorités le décident ainsi. La Constitution prévoit elle-même les mécanismes de sa modification, ce n'est pas une question taboue. On va ouvrir le standard avec Maître Patrick Odia qui est en ligne. Il sera suivi d'Évariste Kabemba depuis Mbujimaï, Merveille à Billy, je nous attends à Kisangani, Marie-Paul Aoua à Kisangani également, à Kinshasa, Dr Bolingo. Et puis on va finir cette première série de questions avec Adiokou Robert depuis Bounia. Maître Patrick Odia, bonjour. Est-ce que Maître Patrick Odia est en ligne? S'il n'est pas en ligne, on va passer à... Il est là, qu'il active son micro et qu'il puisse prendre la parole. Maître Patrick Odia, vous êtes déjà en ligne. Je vais dire l'honorable Kondankoy, mais aussi à tous les auditeurs de la Radio Kapi qui prendront parole également, et merci de m'associer à ce niveau du débat. Moi, s'agissant de la thématique, il faut reconnaître que la loi référendaire en RDC est perçue comme juriste comme un outil de modernisation juridique et surtout de la démocratie directe. Mais il faut aussi également reconnaître qu'il y avait un vide. La loi de 2005 était devenue obsolète et il fallait, dans les prérogatives d'un parlementaire, qu'est le professeur Nkondankoy ou l'honorable Nkondankoy, de proposer et d'harmoniser ces vies. Et moi, je ne l'en veux pas du point de vue juridique. Mais du point de vue social ou climat politique, cette loi référendaire suscite de fortes inquiétudes parce qu'on soupçonne, je vais dire, à une possible dérive constitutionnelle et surtout à l'usage politique pour prolonger le pouvoir présidentiel. Je vais m'expliquer pourquoi on soupçonne l'usage politique pour prolonger le pouvoir présidentiel. Voilà les enjeux qui semblent être institutionnels entre l'équilibre institutionnel, la souveraineté populaire et la stabilité démocratique. Mais il faut souligner également que du point de vue de la forme, cette loi renforce la démocratie, mais aussi modernise, je disais, et encadre même l'institution. Je vais parler de l'encadrement institutionnel, parce que ça prévoit également des garde-fous, notamment l'article 220 de la qui introduit les modifications, tout ça. Mais aussi, il faut parler des diversités des référendums, notamment distingue plusieurs types de consultations populaires, ce qui élargit les possibilités d'expression citoyenne. Et moi, en tant que citoyen congolais, je m'en vais reconnaître ça rapidement et féliciter l'auteur de cette initiative. Cependant, cher honorable professeur Kondankoy, il y a des risques, notamment des risques de dérive autoritaire. Lorsque vous entendez les discours, par exemple, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, on dénonce une manœuvre. Quand je parle de la majorité, certaines voix également qui ne veulent pas se prononcer, mais qui, en discutant au couloir, dénoncent une manœuvre pour permettre un troisième mandat présidentiel, tout en contournant les garde-fous constitutionnels. Il y a aussi l'autre inconvénient majeur, professeur Kondankoy, le pouvoir excessif du président. Ici, dans cette loi que vous avez initiée, la loi accorde plus au chef de l'État la possibilité de convoquer une commission pour identifier les dispositions. Quelle dérive! Quelle dérive! Et cette commission
de façon arbitraire, qui sera convoqué de façon arbitraire, avec une possibilité d'être manipulé, comme on le sait déjà dans la majorité, tout le monde ne chante que Fati. Je pense qu'il y a des risques que cette commission ne puisse pas être aussi objective comme on pourrait l'entendre également. L'autre inconvénient majeur, professeur, c'est la notion, je vais dire, l'obscurité autour de la théorie utilisée par vous, les dysfonctionnements majeurs. Moi, en tant que juriste chercheur, je me dis, dysfonctionnement majeur. Pourquoi ne pas préciser ces dysfonctionnements majeurs comme législateur? Il y a lieu de préciser les dysfonctionnements majeurs. Parce que nous, on croirait également que ça serait également une ouverture ou une porte ouverte à des manœuvres, notamment à être instrumentalisées à un moment donné également. Du point de vue sécuritaire, il faut les reconnaître également du point de vue sécuritaire, professeur. Comment pouvons-nous voter une loi référendaire dans un pays où Nord Kivu, Kivu et les autres, les grands Kivu de certaines provinces également, sont pris en otage? Cher professeur, même vous en initiant ça, comment on va faire ce référendum? Expliquez-nous un peu qu'on va enfin comprendre. Dès lors que M23 continue de contrôler de l'autre côté. Ce sont des questions pratiques que vous et moi, nous savons. Comme vous, professeur de droit constitutionnel, député que vous connaissez et que vous êtes, vous connaissez ces réalités. Comment expliquer de façon pratique comment cela sera possible également? Non, au-delà des risques juridiques que j'essaie d'énumérer ici, notamment les renforcements du pouvoir du chef de l'État avec la mise en place d'une commission qui serait, à mon avis, arbitraire, voire même instrumentalisée, parce qu'on sait comment l'Union sacrée est en train de se préparer. Merci, mais il y a aussi Maître risque Patrick sécuritaire. Odia, merci. Je crois qu'on. Non, je voudrais citer. Allez-y rapidement, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent en ligne pour pouvoir intervenir. Ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît, et soyez bref. Bon. Je vais dire tout simplement que la loi référendaire en RDC est une arme à double tranchant. Elle peut soit de renforcer la démocratie, mais d'autre part également fragiliser même la petite démocratie que nous avons entre guillemets en RDC. Donc il faudrait y aller un peu plus vigilant, et je ne vois même pas l'urgence pourquoi on a dit aligner cette loi, même si je n'ai pas l'opportunité de juger à quel moment, mais au regard des contextes actuels, je pense que cette loi devait être déclassée et peut-être revenir après. Je suis juriste, je reconnais quand même les failles dans la Constitution, le pouvoir qui doit être renforcé du peuple, mais dans les cas d'espèce, professeur, je pense que vous vous contredisez même vos cours que vous avez enseignés à l'UGD également. Et ça, c'est très dangereux, professeur. Moi, je pense que les professeurs ici contredisent les députés Ngondango. Merci, Maître Patrick Odia. On a saisi l'essentiel de vos préoccupations et on va permettre à notre invité de répondre avant de rejoindre d'autres auditeurs qui attendent en ligne. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Merci Madame Jocelyne. Je salue Maître Patrick Odia pour ses observations, pour ses remarques, mais aussi pour ses appréciations positives. Il reconnaît en tant que juriste que la loi portant fixant les conditions d'organisation du référendum est un outil important pour la modernisation juridique, pour le renforcement de notre démocratie directe. Il se félicite d'ailleurs de l'encadrement institutionnel que cette loi apporte. Il émet cependant quelques inquiétudes. D'abord, pour ce qu'il appelle, d'un point de vue social ou politique, il y a un certain nombre de soupçons de dérives constitutionnelles pour prolonger le mandat du président, etc. Ça paraît plutôt comme un projet politique qu'une réforme juridique, selon les dires à ce de sujet, Patrick je Odia. pense qu'il faut distinguer la loi elle-même, le contexte dans lequel la loi va être appliquée. Je pense que lui-même, il a reconnu sur la question de la pertinence et de l'opportunité d'avoir ce cadre juridique, je crois qu'il n'y a pas de débat. Je crois que les inquiétudes des gens tournent autour de l'utilisation qui va être faite de cette loi. À ce sujet, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a encore aucun projet qui existe au niveau des institutions pour l'instant qui dit que nous allons organiser le référendum demain. Nous n'avons pas encore ça au Parlement. Ça pourrait venir, mais en ce moment-là, les autorités expliqueront l'urgence et la pertinence qu'il y a à organiser le référendum. En revanche, s'il adresse un certain nombre de critiques à la loi, je pense que celles-ci, pour la plupart, ne sont pas fondées. Tout d'abord, il reproche à la loi le fait qu'on n'a pas défini la notion de dysfonctionnement majeur.
C'est bien défini. On a expliqué effectivement ce que c'est. Lui, il est juriste, il sait que l'article 69 de la Constitution place le président de la République comme l'autorité qui veille au fonctionnement régulier des institutions. Et donc, les contraires du fonctionnement régulier des institutions, c'est le dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a soit des conflits au sein des institutions, soit un mauvais rendement des services à la population. Dès que le président de la République constate cela, effectivement, il peut déclencher le mécanisme pour pouvoir modifier un certain nombre de règles qui organisent ces institutions. Deuxièmement, il dit qu'on confie au président de la République le pouvoir de convoquer une commission nationale d'experts. On augmente ses pouvoirs, ça devient des pouvoirs excessifs. Non, je ne pense pas. Il s'agit simplement de la conséquence de cette prérogative qu'il a à l'article 69 de la Constitution d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Et à partir de là, puisque les mécanismes de la révision constitutionnelle ne peuvent pas jouer, compte tenu de ce que les pouvoirs constituants sont limités, et je reviendrai là-dessus, il enclenche maintenant un mécanisme exceptionnel qui peut aboutir à la consultation du peuple pour le changement des règles constitutionnelles interdites de révision par les pouvoirs constitués. S'il considère ça comme étant un excès de pouvoir, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une prérogative exceptionnelle qu'il utilise en vertu de l'article 69 de la Constitution, combiné avec l'article 5, que je vais expliquer tout à l'heure. Autre chose, il dit que est-ce que maintenant il y a les provinces qui sont occupées, des provinces qui sont en otage. Oui. Comment est-ce qu'on va organiser les référendums? Je crois que j'ai répondu à cette question. La loi ne dit pas qu'on va organiser les référendums demain. Les autorités savent à quel moment opportun cela peut être organisé. Elles savent qu'aujourd'hui, nous avons quelques difficultés à l'Est. Et puis en ce moment-là, elles expliqueront comment procéder. Maintenant, il termine par dire que c'est une arme à double tranchant. Le professeur contredit les députés. J'ai beaucoup entendu cela. J'ai même lu des choses dans les réseaux sociaux et j'ai rigolé. Il y a d'abord un de mes anciens étudiants qui a dit ça. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui a relayé, etc. Le prof ne contredit pas les députés. Le prof est resté cohérent, aussi bien comme prof comme député. Il me reproche deux choses. Ils disent que j'ai modifié ma doctrine sur les limites du pouvoir constituant. Quand je m'insurgeais contre la révision des constitutions, c'est parce qu'en ce moment-là, les idées qui étaient émises conduisaient à dire que nous, Parlement, en tant que pouvoir constitué, nous pouvons modifier les matières qui sont interdites de révision par l'article 220. Là, j'ai expliqué très clairement qu'en tant que pouvoir constituant dérivé, nous n'en avons ni la compétence ni la légitimité. Et je continue à le soutenir jusqu'aujourd'hui. Donc, nous, comme Congrès, nous n'avons pas cette compétence. Nous n'avons pas la légitimité de modifier les articles verrouillés de la Constitution. En revanche, le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le peuple lui-même, qui s'exprime en vertu de l'article 5 de la Constitution, lui, il a le pouvoir de déverrouiller. En le disant aujourd'hui, je ne me contredis pas. Je confirme ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le pouvoir constituant dérivé ne peut pas le faire, mais le pouvoir constituant originaire, lui, peut le faire. S'il y a des gens qui me reprochent ça, alors c'est qu'ils n'ont pas retenu la distinction fondamentale qu'il y a en droit constitutionnel entre le pouvoir constituant dérivé et le pouvoir constituant original. Professeur, si vous avez répondu à toutes les préoccupations de Patrick Odia, nous allons écouter Évariste Kabemba qui nous appelle depuis Mbujimaï. Bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde. Et je suis ravi de m'avoir associé à ce niveau du débat. C'est vraiment important. En fait, malgré toutes nos discussions, tous nos débats tournent toujours autour d'un but. Tous nous avons un objectif. Nous voulons avoir un test digne de nos rangs. Je remercie d'abord les profs pour sa proposition, malgré que la proposition n'est pas encore actée. Ok, j'ai juste une petite question de curiosité aux profs. Mon éminent professeur, avec tout le respect que je vous dois, en France, les référendums peuvent notamment être utilisés pour adopter certaines lois, modifier la Constitution, consulter
les citoyens sur des questions d'intérêt national ou local. Alors, sur base de ce que vous aviez proposé récemment, les référendums ici au Congo peut être utilisé pour faire quoi? Point d'interrogation. Et quelque chose qui a attiré mon attention. Récemment, j'avais suivi le président de la République. Dans son extrait de son discours, il avait dit que moi, garant des bons fonctionnements des institutions, qui peut m'interdire, moi, de ne plus faire ça? À partir du moment où le président de la République a tous les pouvoirs de faire quoi que ce soit, comment nous pouvons passer le temps de discuter, le temps de débattre pour le référendum? Parce que quand on parle de référendum, nous voyons les changements de la Constitution en miniature. Allô? On vous écoute, Évariste Kabemba. Soyez bref parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent après vous. Ok, très bien, merci. Et la proposition pour les référendums peut être votée ou rejetée par les citoyens. Moi, je ne suis pas d'avis de tout ce qui se passe au pays momentanément. Nous sommes en train de chercher quelque chose de bon qui peut nous permettre de bien asseoir certaines institutions de la République, malgré ce que les gens parlent, malgré ce que les évêques parlent. Bon, peut-être les évêques parlent d'un côté, ils ont aussi raison. Dire que les évêques n'ont pas raison à 100%, c'est trop dire, parce que nous voyons juste un côté. S'il arrivait qu'on voyait certains côtés, on ne pouvait pas condamner les autres à 100%. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Merveille. Merci, Évariste Kabemba. Depuis Mbujimaï, nous allons prendre l'appel de Marie-Paul Awa qui nous appelle de Kisangani. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à votre invité. Alors, madame, la moindre des choses qu'on peut se dire qu'après le vide juridique en matière de référendum en République démocratique du Congo, le vote de la loi référendaire n'est pas en soi un problème dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que la RDC, c'est un pays qui a comme le système politique la démocratie. Il faudrait à tout moment consulter la population pour demander le point de vue de la population à une matière. Ça ne peut pas seulement être la Constitution, ça peut être autre matière que la Constitution, ce qui est une bonne chose. Voilà pourquoi je me vois dans l'obligation de féliciter le député national, professeur Ngondako, pour cette initiative-là, qui relève bien évidemment à ces matières grises. Alors, ceux qui pensent c'est associer ces votes-là par rapport aux enjeux de l'ère, notamment le changement, la révision de la Constitution, je pense qu'ils sont dans l'erreur parce que ce sont des choses différentes. Si nous réfléchissons froidement, nous n'allons pas faire ce genre de confusion. Une loi votée dans le pays et on doit les confondre avec les enjeux de l'ère. Je crois qu'on doit éviter d'abord des émotions. On doit savoir qu'il s'agit là d'un complément indispensable pour la démocratie de notre pays. Alors, madame, la moindre des choses qu'on peut aussi se dire, c'est qu'à mon sens, il y a plutôt la pomme des discordes, c'est la récupération politique que les gens de la mouvance sont en train de faire. Au-dessus, nous attendons les discours que les gens disent de part et d'autre, les gens de l'IDPS, les gens qui sont dans cette union, que je ne sais pas appeler l'union sacrée, ça jette un peu de discrédit dans l'entendement de la population. Parce que lorsque vous êtes dans un pays où le taux des analphabètes est très élevé, il faut faire très attention par rapport à tous les discours que les politiques prennent, à tous les discours que les politiques prononcent. Et quand les politiques prononcent des discours de manière à induire la population en erreur, on ne peut qu'avoir ce genre d'agitation pour une initiative qui est réglementée, qui est tout à fait démocratique. Et c'est dans ces enjeux-là qu'aujourd'hui, Donker pense que le fait que la proposition de la loi référendaire ou le vote est déjà fait à ce niveau-là, ça donne déjà droit au chapitre
à ceux qui sont au pouvoir de pouvoir jeter la Constitution, de pouvoir revoir la Constitution. Et je crois que cette histoire-là n'est pas le cas. Et s'il y a, comme vient d'ailleurs de rappeler le député professeur Ngodako, qu'il aura la nécessité qu'on puisse mettre en place une nouvelle Constitution, je crois qu'on va consulter la population. En 2005, nous l'avons fait. Nous avons voté cette Constitution qui est maintenant, qui fait l'objet d'acharnement, qui fait l'objet des problèmes ici. Merci Marie-Paul, merci pour votre point de vue. Est-ce que vous avez aussi des questions à poser à notre invité? S'il n'y a pas de questions, on va écouter également Dr Bolingo qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour. On me signale qu'on les a perdus. Il y a un problème certainement de signal. On va tenter de les rappeler. Entre-temps, professeur Ngondakoy, vous pouvez réagir au propos de Évariste Kabemba et de Marie-Paul Awa. Je salue Évariste Kabemba et Marie-Paul Awa pour leurs observations. Merci beaucoup parce que pour les appréciations également qu'ils ont portées sur l'initiative. Je pense que tout le monde revient sur le fait que, juridiquement parlant, il est difficile de remettre en cause le bien fondé de l'initiative. Et tout le monde émet des inquiétudes simplement sur l'utilisation qui sera faite de cette loi. Maintenant, je peux répondre à la question posée par Évariste Kabemba. Il dit qu'en France, les référendums peuvent être utilisés pour adopter la loi ou pour modifier la Constitution. Mais c'est pour faire quoi en République démocratique du Congo? Bon, évidemment, c'est aussi pour ça. Hein. Le référendum chez nous est prévu dans la Constitution pour 3 matières notamment. Le transfert de la capitale, la cession, l'échange ou l'adjonction des territoires, ainsi que la révision de la Constitution. Il peut être organisé aussi sur toute matière parce que le peuple étant le souverain primaire, lui-même disposant de tous les pouvoirs en commençant par les pouvoirs constituants, on peut aussi le consulter lorsqu'il s'agit de pouvoir toucher à certaines matières qui ne relèvent pas de la compétence des pouvoirs constitués, c'est-à-dire les matières de révision constitutionnelle. Et donc, chez nous, il est possible maintenant que nous avons ce cadre juridique, évidemment on attend la promulgation par le chef de l'État, de pouvoir consulter le peuple aussi bien pour la modification, le changement de la Constitution, que pour l'adoption d'une loi quelconque d'importance fondamentale, et même pour répondre à des questions qui sont posées sur les politiques publiques d'importance fondamentale pour la nation. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui s'il affirme que le référendum est synonyme d'un changement de constitution en miniature. Parce que pour l'instant, la question de transfert de la capitale n'est pas d'actualité, ni encore la jonction des villes. Ça renvoie directement à une probable révision de la Constitution. Oui, mais ces questions ne sont peut-être pas d'actualité, mais elles le seront un jour. L'essentiel, c'est de prévoir déjà dans la loi les règles qu'il faut lorsqu'il s'agit de décider là-dessus pour pouvoir y recourir. Maintenant, Marie-Paul n'a eu que, je pense, des appréciations positives sur l'initiative. Et s'il reconnaît effectivement que c'est un complément indispensable pour la démocratie congolaise, moi, je me pose la question de savoir pourquoi les partis politiques, les organisations de la société civile, mon Église, l'Église catholique, prennent de telles positions, sachant que le contexte n'est pas le même. Si hier, on a reproché au président Kabila les velléités de changement des constitutions, c'était parce qu'à l'époque, lui visait faire modifier certains articles verrouillés par le Congrès, c'est-à-dire par le pouvoir constituant dérivé qui n'en est ni compétent ni légitime, je viens de le dire. Aujourd'hui, le contexte a changé. S'il y a des projets de changement ou de révision de la Constitution, mais ces projets ne peuvent pas se faire au niveau du Congrès aujourd'hui. Ça va se faire directement au niveau du peuple parce que c'est le peuple qui va être consulté. Donc le contexte n'est pas le même. C'est pour ça que je suis vraiment étonné que les évêques, mes évêques, aient pu prendre une telle position, sachant que le contexte est différent. Ici, si changement des constitutions il y aura, on posera la question au peuple. Et si on pose la question au peuple, qui peut s'interposer entre le peuple et les dirigeants pour contrecarrer cela?
Au lieu de se battre maintenant sur la question de l'organisation effective et transparente des consultations, au lieu de s'approcher des pouvoirs publics pour dire comment nous allons pouvoir organiser ça, dans quel contexte, on s'oppose par principe à l'idée même de consulter le peuple. C'est ça qui est étonnant en démocratie. L'Église n'est-elle pas démocratique? Les partis politiques de l'opposition ne sont-ils pas démocratiques? Pourquoi on refuse de consulter le peuple, y compris sur cette question du changement des constitutions, y compris sur cette question du troisième mandat ou autre? On va y revenir. Professeur, accordons la parole à Adiokou Robert qui nous appelle depuis Bunia. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Est-ce que vous me suivez? On vous capte 5 sur 5 et vous avez la parole. Merci beaucoup. Hommage à l'intervenant, hommage à la radio Okapi, radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale. Il est vrai que l'initiative de l'honorable est noble et exaltante. Malheureusement, comme les évêques l'ont souligné, le contexte n'est pas bon. Nous sommes sans ignorer que le peuple congolais a le problème de la culture politique. Madame, je vous informe que je suis l'un de ceux qui ont examiné et voté l'actuelle constitution et aussi les référendums. Donc, les deux textes-là figurent parmi les meilleurs au monde. Justement, pour revenir aux préoccupations des évêques, il n'y a vraiment pas opportunité parce que les esprits et l'état d'âme de la population de l'Ituri, de Nord Kivu, Sud Kivu, même de Haut-Ouélé, ne sont pas bons. S'il vous plaît, vraiment, nous invitons le chef de l'État qui nous rendait vibrant hommage de faire extrêmement attention et d'être prudent en sa qualité du premier garant de l'ordre public, de la sécurité des personnes et de leurs biens et du bien-être de la population. Merci. Comme vous le savez, nous sommes victimes d'un vaste complot international. Il y a des choses qui se passent dans les provinces que je viens de citer qu'on ne saura pas dire sur la voie des ondes parce que c'est horrible. C'est comme ça que je suis dans la logique de dialogue. On doit se mettre autour d'une table pour qu'on se crache les vérités en face. Parce que le dialogue donne l'occasion de se rapprocher. Quand on se rapproche, on se comprend. Quand on se comprend, finalement, on se respecte. En politique, il ne faut jamais éviter le dialogue et les rencontres. Vraiment, bravo. Il ne faut pas négliger les serviteurs de Dieu. Ce sont des savants, ils connaissent beaucoup. Hein. Merci. Merci à Adiokou Robert. On a retenu l'essentiel de votre message. Vous dites que le moment n'est pas propice pour cette loi. On écoute également Pati Maïmba qui nous appelle de Bandundu. Bonjour. Pati Maïmba, veuillez éteindre votre poste récepteur avant de prendre la parole pour nous permettre d'échanger de manière sereine. C'est plutôt Dr Bolingo qui est en ligne depuis Kinshasa. Docteur, veuillez éteindre votre poste récepteur et prendre la parole rapidement. Soyez bref et pour accorder la chance aussi à d'autres auditeurs qui veulent intervenir après vous. Merci beaucoup la Radio Okapi pour m'avoir associé à ce débat. Je voulais encourager l'initiateur de la proposition, mais je voulais demander est-ce qu'il a trouvé ça opportun par rapport à la situation de la RDC aujourd'hui? Parce que ce que nous sommes en train de remarquer pour ce Parlement est qu'ils ne savent pas réellement l'urgence du peuple et ils ont toujours tendance à voir leurs propres urgences pour ne pas aussi voir les urgences du peuple. Parce qu'à la lueur où voit les choses, ce qui est urgent pour nous, c'est la paix. Nous voulons que la guerre puisse prendre fin. Nous voulons que quand même l'État puisse recouvrer l'intégrité comme il faut. Alors, il y a là où j'ai lu, je voulais lui demander une fois de plus, qu'est-ce qu'il pense faire, très cher professeur, pour convaincre à la masse, à l'opinion nationale que votre proposition ne doit pas contredire les idées de la CENCO. Parce que si vous regardez bien dans l'opinion, en lisant l'article 22, l'article 23 et 27, ça donne à ces églises-là
les pouvoirs de s'exprimer face à la situation du pays. C'est quelque chose qu'on ne doit pas étouffer. Quelque part aussi, j'ai lu dans la proposition de notre député, il dit que la rigidité de la Constitution ne signifie cependant pas l'éternité. Alors, je voulais lui demander qu'est-ce qu'il voulait dire par là. En dernier lieu, je voulais donner aussi mes opinions, que les députés puissent voir cet aspect-là que nous sommes en train de voir dans cette ville de Kinshasa. Partout, dans presque tous les quartiers, dans toutes les communes, on voit l'installation de ces forces de progrès qui commencent même à agresser la population. Que pense le Parlement face à cet aspect-là? Parce qu'on est en train de sentir que le peuple est en train de souffrir pendant que les députés élus sont là. Il faudrait vraiment qu'on trouve une solution par rapport à cet aspect-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dr Bolingo depuis Kinshasa. Patti Maïmba est à Bandundouville. Bonjour. Malheureusement, Patti n'est plus en ligne. On va rejoindre plutôt Simon Ntiloulou qui nous appelle de Matadi. Bonjour Simon Ntiloulou. Oui, bonjour madame, et bonjour à l'invité, bonjour au bassin de l'écoute internationale qui nous suit à ce moment. Je suis très heureux de... Veuillez éteindre d'abord votre poste récepteur pour qu'on puisse échanger dans la sérénité. Oui, oui. Voilà, allez-y, prenez la parole. Oui. Je remercie tout le monde et vous également. Et la radio Okapi aussi, parce que vous voyez, nous semblons trouver des solutions grâce à cette radio qui essaye un peu de fédérer les avis des gens de gauche à droite. Madame, notre nation, nous devons faire beaucoup attention. Nous avons une constitution qui gère la nation dans l'ensemble, même le président de la République. Est-ce que prendre l'initiative ou initier une loi référendaire ou voter une loi référendaire, est-ce que ça viole la Constitution? Nous devons être sereins et responsables. Parce que la guerre qu'il y a en République démocratique du Congo trouve ses sources dans la Constitution aujourd'hui. Si les gens réclament la paix, nous n'en aurons pas tant que la Constitution ici porte les germes qui favorisent la guerre. Le M23, c'est un accord qui avait été signé, la cogestion de l'Est. Et maintenant qu'ils ont été, c'est dans leur quoi, ils mènent la guerre par rapport à l'article 216 qui autorise les accords, plus que la loi. D'ailleurs, 216 dit un accord signé peut rester. Si on trouve qu'il y a, ça viole la Constitution, c'est cette loi-là qu'on doit changer et non l'accord. Nous avons l'accord de l'Emera, nous avons l'accord de M23 qui ne porte pas de faveur à la nation. Aujourd'hui, cette guerre, tout l'argent que nous avons, les gens savent le prix d'une guerre. Moi, je pense que les initiatives qui sont constitutionnellement réfléchies doivent être appuyées par rapport à la loi. Et je suis des camps. Il y a un camp qui défend le référendum avec des articles de la Constitution qui autorisent. Mais Simon Ntiloulou, là vous avez parlé, vous soutenez la modification de la Constitution. Et par rapport à la loi elle-même sur le référendum, est-ce que vous êtes favorable ou opposé à cette loi? Déjà, ça signifie que les Congolais cessent d'être abrutis. Parce que nous réfléchissons à ce que veut la Constitution. On sort une loi référendaire, c'est constitutionnel. Les articles qui appuient ça sont là. Maintenant, ceux qui sont contre, ils viennent avec les articles qui prouvent qu'on ne peut pas initier une loi référendaire. Merci beaucoup, Simon Ntiloulou, pour votre intervention depuis Matadi. On va retrouver ici à Kinshasa Maître Omar Kigalou. Bonjour. Bonjour madame, je suis bonjour à l'invité. Vous avez la parole, Maître Omar. Et veuillez éteindre votre poste récepteur pour qu'on puisse bien communiquer. Merci. Allez-y. Mes civilités au professeur Gaston Gondankoy, mon ancien professeur d'introduction à la science politique et du droit de la fonction publique. Tous mes respects, chers maîtres, nous vous les devons toute notre vie.
Madame, rapidement, puisque le temps fait défaut, je voudrais dire également au professeur, si le contexte n'a pas été bon à l'époque du président Kabila, il n'est pas non plus bon aujourd'hui, parce qu'à entendre ses acolytes, ses partisans, on parle de tout droit caca jusqu'au 3e mandat. Et ça frustre le nerf et les attentions. Le contexte n'est pas bon. Cher professeur, votre démarche est noble, car le but d'un député, c'est d'initier des lois et de les voter. C'est d'ailleurs la liberté d'expression garantie et de penser. Autant vous l'avez, la Cincola, nous aussi. Mais il y a quelques faiblesses rapidement sur le plan juridique. J'ai lu votre proposition de loi. Du point de vue théorique, il n'y a pas de problème. Mais le but de la loi n'est pas de modifier la Constitution, de la compléter tout en se conformant à sa logique. L'article 4 de votre proposition va jusqu'à étendre des matières qui ne sont pas prévues, en ajoutant des matières d'extrême importance fondamentale. L'article 41 est même énervant pour dire que chaque président, s'il estime qu'il y a un problème de dysfonctionnement, a le pouvoir d'initier un changement et non une révision. Je me souviens de vos notes. Vous nous avez dit, à l'ère actuelle, au regard du texte fondamental juridique actuel, le référendum n'est possible que dans 3 matières que vous avez citées. Et vous avez poursuivi, j'étais encore en jeu 1, la révision n'est pas à confondre avec les changements. Les changements n'est pas possible dans le contexte actuel. Les changements n'a lieu que 1, s'il y a un cas de crise exceptionnelle comme un coup d'État, une révolution. 2, si c'est l'intérêt général. 3, s'il y a rupture civilisationnelle. Ce n'est que dans ces 3 qu'on peut parler de changement. Mais aujourd'hui, l'article 41, cas de votre proposition, viole la théorie ainsi que la Constitution. Je voudrais citer pour dire, cher professeur, initier une loi est une bonne chose, mais ajouter des choses qui énervent la Constitution n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on ne peut pas, lors du toilettage, enlever les articles 4 et 41, que les référendums se limitent au cadre prévu par la Constitution? Pour finir, j'ai une question à vous poser. Olivier Duhamel disait, derrière chaque avis d'un constitutionnaliste se cache une intention politique. Pensez-vous qu'il a raison? Merci beaucoup, Maître Omar Kigalou, depuis Kinshasa. Nous restons à Kinshasa pour rejoindre Yves Mouyaya. Bonjour, Yves Mouyaya. Bonjour, Madame Signe. Bonjour au professeur. Merci beaucoup de m'inviter à ce débat. Allez-y, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un problème dans ces pays, parce que nous voulons une chose et son contraire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes battus dans ces pays contre la dictature et nous voulons que la démocratie soit installée et la démocratie soit renforcée. Et dans la démocratie, il y a le principe de la majorité, c'est-à-dire le peuple. Le peuple majoritaire, c'est celui qui prend la décision et lui, c'est d'urgence. C'est ainsi que l'article 5 du Code de la Constitution parle de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale qui appartient au peuple. Alors, lorsque la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est le peuple qui décide, donc, en dernier ressort. Donc, lorsqu'il y a des questions importantes de nature à diviser l'opinion sur le plan national, eh bien, on doit interroger le peuple. On ne peut interroger le peuple que par le moyen du référendum, parce que la Constitution le prévoit. Et de deux, vous savez que le Parlement a une mission rélégalienne, c'est-à-dire qu'elle doit élaborer les lois dans différents domaines. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on constate qu'il y a un déficit par rapport à l'organisation du référendum, etc., qui est prévu par la Constitution, eh bien, les députés sont dans leur mission rélégalienne d'élaborer la loi. Mais jusqu'à présent, ce ne sont que des discussions parce que le Parlement est dans les cadres constitutionnels et dans l'exercice de sa mission. Alors, nous ne comprenons pas comment la SEMCO fait monter au créneau pour crier à un danger qui sera en train de guetter la nation, alors que lorsque nous sommes agressés depuis très longtemps, je crois que les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont établi clairement que nous sommes agressés par le Rwanda et que ces troupes occupent notre pays. La SEMCO n'est jamais montée au créneau pour dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Au contraire, la SEMCO se rend même à Kigali pour rôder autour des Kagame, lui faire même des éloges, comment est-ce qu'il y a une bonne gouvernance au Rwanda, etc. Merci pour votre intervention. On a retenu l'essentiel
de votre intervention, en tout cas. On va rejoindre Patti à Bandundouville. Patti Maïmba est de retour. Bonjour, prenez la parole. On espère que cette fois-ci est la bonne et qu'il pourra s'exprimer. Bonjour, Patti Maïmba. Malheureusement, Patti, non, son micro n'est pas activé. Activez votre micro, Patti Maïmba, soyez bref, parce qu'il y a Elvis Londola, Victor Nzouzi et Jules Makoumou qui attendent. Oui, on vous écoute, mais soyez bref, s'il vous plaît, Patti Maïmba. Soyez bref pour permettre aux autres de prendre la parole et permettre à l'invité de vous répondre. D'accord, je ne serai pas kilométrique. Hein. Merci. Ce que moi, je peux demander à notre invité, c'est que lui, comme étant député national, dans leur canévoie, quand il voit l'état où notre pays est en train de traverser, ils ont des priorités. Est-ce qu'ils ont réellement, en regardant l'état où les pays de tourner, allez droit au but, Patti Maïmba. Posez directement votre question. C'est celle-là. Est-ce qu'ils savent que si jamais ils modifient la Constitution, la partie qui est occupée, les Rwandais qui sont là, ne se reconnaîtront pas dans cette nouvelle Constitution, ils vont prendre la partie de la terre qu'ils occupent? Est-ce qu'il y a-t-il compatibilité entre politiciens, députés, et un politicien professeur? Parce que lui, là, je ne sais pas, il est comme étant professeur ou il est comme étant politicien? Parce qu'il y a vraiment l'inadéquation entre sa logique. C'est ici hier qui nous disait qu'il ne fallait pas qu'on change la Constitution. Mais curieusement, ce sont encore les mêmes individus qui se transforment aujourd'hui en évangélistes de la diabolisation de cette présente Constitution. Merci beaucoup, Patti Maïmba. On va accorder la parole à Elvis Londola qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Elvis Londola. Vraiment, Patti Maïmba a touché un peu ce que j'ai voulu d'abord parler. Et d'abord, en premier lieu, je voulais d'abord savoir, est-ce que nous avons en face d'un député, Ngondankoy Gaspard, ou de mon professeur, Ngondankoy Gaspard? C'est parce que, à ce que je sache, on connaît un professeur par sa rationalité et aussi par sa manière de concevoir les choses. Parce que dans notre pays, parce que des fois, lorsqu'on était à Limikine, on voit un professeur, lorsque le professeur Ngondankoy arrive, c'est-à-dire tous ceux qui devaient se prétendre qu'ils connaissent la Constitution, c'est-à-dire la seule personne qui est habilitée de nous dire ce qu'il faut, ou peut-être quand les alors Elvis Londola, vous êtes favorable ou opposé à la loi proposée, au texte proposé par le professeur Ngondankoy? Oui, madame, c'est justement pour... C'est parce que j'ai aussi lu dans la loi qu'il a dite. Alors posez votre question directement, s'il vous plaît. Madame, sur l'article numéro 41, l'article numéro 42, alinéa 1, où il a dit à chaque fois qu'il y a la dysfonction, c'est-à-dire à tel point que le président de la République peut se retrouver dans le pouvoir. Chaque fois qu'il voit, on peut dire ceci, après 5 ans, le président peut remarquer qu'une chose ne fonctionne pas. Il peut appeler les experts, c'est-à-dire, comme selon les tests qu'il a dit, le président a le pouvoir à tout moment qu'il trouve que peut-être ceci est mal et est en contre sa volonté. Il peut appeler les experts. Et nous savons comment la classe politique de chez nous marche. Même voilà, si alors, on peut dire aujourd'hui que... Alors Elvis Londola, vous partagez le point de vue de Omar Kigalou qui est intervenu tout à l'heure. Madame, cet article, l'article 41, alinéa 1er et l'alinéa 2, vraiment fait voir ce que le professeur Ngondankoy est en train de cacher depuis l'article 1er. Merci, on va lui accorder la parole, il va vous répondre tout à l'heure. On va finir cette série de questions avec Jules Makoumou depuis Kinshasa. C'est plutôt Victor Nzouzi. Il y a beaucoup de bruit autour, malheureusement. Je crois qu'on va clôturer cette série de questions ici pour permettre au professeur Ngondankoy de répondre à toutes ces préoccupations de nos auditeurs. Professeur. Merci Madame Jocelyne. Je ne sais pas s'il nous reste encore combien de temps. On va essayer d'être concis. Je voudrais simplement dire à mes anciens étudiants que le professeur qu'ils ont eu à l'université est le même. Peut-être qu'il y a un malentendu sur les enseignements, ou c'est eux qui ont mal compris les professeurs, ou c'est les profs qui ont mal enseigné. Mais dans tous les cas, s'ils font de leur jugement sur le fait que
aux articles 41 et suivants de la proposition de loi votée par le Parlement, j'avais prévu que, en cas de nécessité de modification de règles constitutionnelles verrouillées et que le président de la République puisse en prendre l'initiative, ils ne peuvent pas en inférer qu'il s'agit d'une matière qui est au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution, parce que nous sommes là en matière de révision constitutionnelle. Et je l'ai déjà dit ici que, expressément dans la Constitution, on a cité que 3 matières: les transferts de la capitale, la cession, l'échange ou l'adjonction du territoire et la révision constitutionnelle. Et donc l'article 41 qu'il évoque est bel et bien à placer dans le cadre de la révision de la Constitution, mais ici, la révision des matières qui sont verrouillées par l'article 220. Comme ces matières ne sont pas de la compétence du pouvoir constituant dérivé, cette loi, en vertu de l'article 5 de la Constitution, prévoit que pour ces matières-là, on puisse recourir au souverain primaire, c'est-à-dire au pouvoir constituant originaire. Prévoir les mécanismes qui conduisent à la consultation de ces peuples n'est pas ajouter une autre matière. Ce n'est même pas aller au-delà de la Constitution, parce qu'il s'agit d'une prérogative tirée de l'article 5 de la Constitution. Alors on peut se poser la question, entre eux et moi, qui a compris l'autre? Et on évoque aussi l'article 4 de votre oui, texte. Mais cet article-là, initialement, quand je parlais des questions d'importance fondamentale de la vie de la nation, et je l'avais expliqué, et s'ils lisent très bien cet article-là, il s'agissait des lois ou des traités et accords internationaux qui interviennent sur des matières qui suscitent des divergences d'opinion sur le plan philosophique, religieux, politique, social, économique, etc., et qui nécessitent le recours au peuple pour ne pas laisser ce pouvoir-là au Parlement ou au gouvernement. Et à ceux qui disent que le moment n'est pas propice pour cette loi, qu'est-ce que vous répondez? Moi, j'ai déjà répondu à cette question en disant ceux qui insistent sur le contexte doivent savoir détacher le cadre légal que nous mettrons en place de la question concrète qui va être posée demain au peuple. Et là, ce sont les autorités en place qui sont mieux placées pour juger de cette opportunité. Et s'il y en a qui sont contraires, je pense que l'attitude démocratique serait de dire, attendons que le peuple lui-même se prononce, plutôt que d'empêcher de consulter le peuple. Et de ce point de vue-là, les réactions que j'entends aujourd'hui ne sont pas du tout démocratiques. Mais, professeur Paul Gaspard Ngondankoy, on arrive malheureusement parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponse et des auditeurs qui attendaient pour pouvoir prendre la parole. On espère qu'on aura une autre occasion de discuter sur la question. En tout cas, merci d'être venu dans ces studios pour cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé massivement à cette émission. Vous pouvez la réécouter sur nos plateformes digitales. On se retrouve jeudi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.